Le Pentagone mobilise des forces aériennes pour attaquer massivement l'Iran, visant peut-être un changement de régime. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln se rend au Moyen-Orient. Les défenses aériennes Patriot et THAAD sont déployées. Le personnel et l'équipement non essentiel des États-Unis sont retirés des bases régionales exposées, et plus de 3 douzaines d'avions ravitailleurs et de transports lourds américains s'y dirigent. La phase de planification laisse maintenant place à l'exécution. L'Iran, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Des avions cargo russes et chinois font des allers-retours dans le pays, transportant presque à coup sûr des armes et des munitions. Depuis la mi-2025, Téhéran accumule des armes, en particulier des armes chinoises. Sur le papier, l'Iran dispose désormais de défenses aériennes de pointe, y compris des missiles QG-9B, en pratique. Cependant, cet avantage reste fragile. Les défenses aériennes ne sont efficaces que superposées et intégrées à d'autres systèmes, ce que l'Iran n'a pas. La mèche s'est maintenant allumée. Le Pentagone attend simplement le moment parfait. Attaquer trop tôt, et les Iraniens se rallieront autour du drapeau. Attaquer trop tard, et les États-Unis perdront l'élan. Les demi-mesures ne suffiront pas. C'est un moment décisif qui changera des décennies, et marquera tous ceux présents. Les manifestations meurtrières en Iran continuent de faire rage, augmentant les chances d'une intervention militaire américaine. La connectivité Internet a été largement coupée dans le pays depuis le 8 janvier, ce qui rend difficile d'évaluer l'ampleur et la portée de la situation. Les manifestations ne servent que de prétexte à une action militaire. Les Iraniens dans les rues veulent certainement la démocratie, mais Trump ne se soucie réellement d'aucun d'entre eux. En réalité, il ne s'agit pas de promouvoir la démocratie ou la liberté. La rhétorique de Trump sur le Venezuela, l'Ukraine et le Groenland illustre sa vision de l'ordre libéral, fondé sur des règles, exemples à l'appui. La récente volonté américaine de bombarder l'Iran n'est pas due à une crise soudaine ni aux manifestations actuelles, mais à des affaires non résolues. Lors de la dernière confrontation, la première attaque américaine contre les sites nucléaires iraniens n'a pas vraiment réussi. Environ 400 kg d'uranium enrichi à 60% n'ont pas été retrouvés. Les Iraniens avaient secrètement déplacé cela il y a des mois en prévision d'une attaque. S'il était encore enrichi à 90%, ce qui est un processus relativement simple, ce stock pourrait fournir assez de matière fissile pour 9 armes nucléaires, et tant que ce stock reste introuvable. Si l'Iran conserve la moindre capacité de fabriquer une bombe, la guerre n'est pas finie. Les diplomates à Téhéran ont tenté de prévenir, ou au moins de retarder une attaque américaine, en proposant de reprendre les négociations avec l'administration Trump. Si l'Iran offrait des concessions substantielles sur son programme nucléaire et son programme de missiles, cela réduirait le risque d'une action militaire américaine. Cependant, les exigences de l'Amérique ont augmenté depuis la dernière confrontation. Elles incluent désormais la fin de l'enrichissement nucléaire, la réduction des missiles et l'élimination du matériel nucléaire enrichi et l'arrêt du soutien aux groupes mandataires régionaux. L'Iran ne va pas satisfaire à ces conditions préalables. Dans les prochains jours et semaines, le risque d'attaque contre l'Iran restera élevé. À la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, largement considérée comme la plus grande base militaire américaine de la région, avec environ 10 000 soldats, les avions non essentiels ont été déplacés. Cette image satellite montre la situation sur le terrain. Le même retrait est observé à la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite. On n'agit pas ainsi quand une solution diplomatique est proche. On évacue si on prévoit des frappes de missiles iraniens sur la base. Par exemple, Al-Udeid se trouve à moins de 300 km de l'Iran, et les missiles Shahab 3 peuvent l'atteindre en seulement 4 minutes. L'évacuation d'Al-Udeid et d'autres bases est un signe que le champ de bataille est en train d'être dégagé pour un affrontement majeur. La question essentielle n'est pas ce que le Pentagone peut faire, mais ce qu'il veut accomplir. La stratégie doit précéder l'action. L'objectif de Trump demeure ambigu. Il va du changement de régime par un coup d'État ou un soulèvement populaire à la pression sur Téhéran pour parvenir à un nouvel accord nucléaire.
Si l'objectif est de détruire les sites nucléaires de l'Iran et d'éliminer l'uranium enrichi non déclaré, alors la mission nécessite des bombardiers B-2, qui sont les seuls avions capables de transporter les bombes anti-bunker GBU-57. Si le but final est un changement de régime, alors la portée s'étend bien au-delà de cela. Donc, en l'absence d'objectifs clairement définis, l'utilisation de la force militaire risque de devenir une fin en soi. À la suite du raid américain au Venezuela, certains spéculent maintenant que les États-Unis pourraient mener une opération de changement de régime en ciblant des dirigeants iraniens clés. On pense qu'une telle action déstabiliserait la hiérarchie politique iranienne et obligerait les éléments restants à se soumettre aux conditions américaines. Cependant, une mission d'exfiltration similaire à l'opération qui a capturé Maduro à Caracas est peu probable. Les hélicoptères américains devront se ravitailler en Iran à cause de l'éloignement de l'espace allié et du golfe Persique. Caracas est situé près de la côte, tandis que Téhéran se trouve loin des océans ouverts. En fait, c'est précisément le besoin de ravitaillement qui a conduit à l'échec de l'opération Griffe d'Aigle en 1980, qui visait à sauver le personnel de l'ambassade américaine, retenu en otage pendant la révolution islamique. Ainsi, toute action militaire ouverte contre l'Iran prendrait très probablement la forme de frappes d'assassinat. Cependant, cette approche comporte des risques inhérents, car l'Iran est profondément enraciné idéologiquement. Ainsi, toute attaque cinétique tuant le guide suprême ou un haut responsable militaire provoquerait sûrement un choc. Cela renforcerait aussi la culture du martyr dans l'islam chiite et donc l'unité. De plus, éliminer le guide suprême, aussi symbolique soit-il, ne provoquerait pas l'effondrement du gouvernement. La politique iranienne est très institutionnalisée, et les gardiens de la révolution islamique ont un plan pour renforcer leur contrôle sur l'élite sécuritaire cléricale. Une fois que les gardiens de la révolution islamique prennent le pouvoir et assument de facto la tutelle de l'État, ils choisiraient alors un nouveau guide suprême. Assassiner le principal dirigeant iranien provoquerait seulement une crise temporaire, rassemblant les conservateurs autour du drapeau et suscitant un plus large élan de nationalisme et d'unité. Un autre élément important à prendre en compte concerne les paramètres régionaux. L'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et le Koweït refuseraient sans doute leur espace aérien pour une attaque contre l'Iran. Il est compréhensible que les représailles iraniennes viseront ces pays, et ils ne veulent pas en faire partie. Mais en même temps, cela limite les options des États-Unis à 3 axes d'approche. Le premier corridor vient du nord, en arrivant d'Europe. Les B-2 américains pourraient survoler la mer Noire et entrer en Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Aucun État caucasien n'approuvera probablement, mais les États-Unis pourraient se le faire discrètement. Après avoir frappé leur cible, les bombardiers B-2 pourraient ensuite quitter la zone de combat, en suivant le même itinéraire en sens inverse, ou en volant vers le sud à travers l'océan Indien. Le problème avec cet itinéraire, c'est qu'il passe dangereusement près de l'espace aérien russe. Et les Russes pourraient être capables de suivre les bombardiers B-2 et d'avertir leurs homologues iraniens. Donc, c'est un itinéraire risqué. Le second couloir traverse Israël, la Jordanie et l'Irak. La plupart des avions ravitailleurs américains et des transporteurs lourds, plus de 3 douzaines, se dirigent vers la Jordanie, donc cet itinéraire central est le plus probable. Certes, les Irakiens refuseront leur espace aérien, mais ils n'ont pas la capacité de détecter et de suivre les avions furtifs comme les B-2 F-22 et F-35. Les États-Unis pourraient utiliser cet itinéraire pour frapper l'Iran sans être détectés. C'est aussi l'itinéraire déjà utilisé pour attaquer les sites nucléaires iraniens. Il a été testé, fonctionne, mais reste assez prévisible. Le troisième corridor passe par l'océan Indien. Celui-ci offre le plus de liberté de mouvement, mais nécessite également le plus de préparation logistique. La présence du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln dans cette zone aide clairement. Cette option est également le choix préféré des nations régionales, car elles minimisent leur exposition aux frappes de représailles iraniennes. En passant par le sud, les États-Unis pourraient aussi utiliser des B-52, offrant ainsi une puissance de feu bien supérieure. Le poids des preuves suggère qu'il pourrait s'agir d'une combinaison des corridors central et sud.
D'ailleurs, cette vidéo ne fait en aucun cas la promotion de la guerre. Il s'agit d'une évaluation réaliste basée sur des intérêts et des besoins froidement calculés, sans les grands discours moralisateurs. Les Américains agiraient ainsi car ils n'en tirent aucun avantage. Prônons-nous la guerre. Trump pourrait toutefois changer d'avis s'il persiste à cibler la destruction des sites nucléaires iraniens. L'attaque resterait contenue. Des B-2 en aller-retour suffiraient. Cependant, si l'objectif s'élargit à un changement de régime, alors l'opération prend une toute autre nature. Si les États-Unis décident d'opter pour un changement de régime en Iran, ils pourraient cibler les infrastructures du CGRI, les centres de commandement, et les responsables paramilitaires dans l'espoir d'affaiblir les forces de sécurité responsables de la répression. Cela causerait une courte période de trouble et d'incertitude, sans entraîner de négociations majeures, ni mener Téhéran à l'effondrement. Les Iraniens agiraient rapidement pour rétablir le contrôle opérationnel et remplacer les commandants tombés. C'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 12 jours en juin. Pendant cette période troublée, les manifestants pourraient s'armer et les affrontements avec les forces de l'ordre devenir plus violents. Mais cela ne constituerait toujours pas une menace existentielle pour le gouvernement. Seule une campagne plus large et soutenue visant l'infrastructure militaire de l'Iran, son appareil de sécurité et sa direction politique sur une période prolongée, pensée en semaines, voire en mois, pourrait menacer la survie de Téhéran. Une frappe militaire ponctuelle n'accomplirait rien. Mais une campagne soutenue qui affaiblit les capacités militaires de l'Iran et perturbe ses forces de sécurité créerait un vide de pouvoir au sein du CGRI. Les éléments restants pourraient alors être contraints à la négociation et à la conformité. La réaction de l'Iran serait proportionnelle aux dégâts causés lors d'une escalade de faible intensité. L'Iran pourrait mener une attaque annoncée et limitée, comme frapper des cibles diplomatiques ou militaires américaines en Irak, ou harceler des navires commerciaux ou militaires dans le détroit d'Ormuz. L'objectif est de rétablir la dissuasion sans déclencher une guerre plus large. Une réponse intermédiaire verrait l'Iran lancer des frappes annoncées contre des actifs militaires américains dans le Golfe, dont en Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït. Cependant, une telle réponse augmenterait instantanément le risque de conflit régional. Enfin, les dirigeants iraniens pourraient opter pour une escalade de haut niveau. Peu probable, cette option pourrait mener à une attaque iranienne surprise contre des cibles américaines ou israéliennes, ou à une tentative de bloquer le détroit d'Ormuz. Cela mènerait très certainement à une guerre totale, mais cela ne se produirait que si Téhéran croyait réellement que les États-Unis menacèrent sa survie. Il existe donc différents degrés d'escalade, et tant l'Amérique que l'Iran essaieront de se retenir, tant que l'autre en fera autant. Pendant ce temps, Israël pourrait se joindre à l'attaque américaine et tout donner, mais leur mission principale serait complètement différente si l'attaque des États-Unis réussissait et aidait à renverser le gouvernement. Dans l'heure qui suivra le transfert de l'autorité, les avions de chasse israéliens attaqueront et détruiront l'infrastructure militaire de l'Iran. Au moment bref d'espoir, alors que les Iraniens célèbrent la révolution et que l'armée est en désarroi, les avions de chasse israéliens viendront rapidement à bout des défenses aériennes de l'Iran, des lance-missiles, des usines de drones, etc. Israël détruira tout, que le nouveau gouvernement soit amical ou non, en quelques heures. L'Iran perdra 2 décennies d'accumulation militaire. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie après le départ d'Assad, et c'est ce qu'ils feront en Iran. Ainsi, les avions de chasse israéliens seront armés, ravitaillés et prêts précisément pour cette fenêtre opérationnelle. Ce coup fatal ne décimerait pas seulement l'armée iranienne, mais paralyserait également le nouveau gouvernement à un tel point qu'il serait incapable de monter un retour géopolitique. C'est l'arithmétique stratégique. Alors que le conflit fait des victimes et épuise les ressources, ce sont souvent les spectateurs qui héritent du butin. J'étais votre hôte, Caspian Report, de Caspian Report. Si vous aimez notre travail, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci pour votre temps et votre attention.